Déjà, la France, c'est une marque incroyable. Tu montes une boîte dans la mode, dans l'alimentation, dans le luxe, tu es porté déjà par la marque France. Déjà, rien que ça, c'est extraordinaire de pouvoir exporter sa marque en disant je suis made in France. Il faut reconnaître quand même que c'est un atout indéniable. Ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens ils osent réaliser leurs rêves. Je veux déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Yo, c'est Jules, bienvenue sur Le Crayon Business. Nous sommes aujourd'hui avec Maxime de Couessin. Bonjour Maxime. Salut Jules. Tu diriges le réseau Entreprendre Paris. Qu'est-ce que c'est le réseau Entreprendre Paris? Quel est le fonctionnement, quel est le business model de ce réseau? Alors, le réseau Entreprendre Paris, déjà, c'est une des associations qui est membre d'une fédération d'aujourd'hui à peu près 120 antennes dans une dizaine de pays. Donc moi, je m'occupe de l'antenne de Paris, mais c'est bien une de ces antennes très nombreuses. Et donc, le réseau à Paris, il est intégré dans cette histoire déjà du réseau Entreprendre. Le mouvement, il existe depuis les années 80. Donc voilà, on ne date pas d'hier. On a été créé dans un contexte au démarrage de crise dans le nord de la France. À l'époque, c'était entre Roubaix et Tourcoing, dans les années 80, au moment où les usines de textile ont commencé à se vider. Et là, il y a eu des vagues de licenciements massives et un certain nombre d'entrepreneurs du nord de la France se sont soulevés contre cette vague de licenciements. Et ils ont souhaité donner les clés aux gens sur le territoire pour créer des boîtes. Donc il ne faut pas oublier qu'on est dans les années 80, à Roubaix, dans la brique du textile. Et là, on dit aux gens, vous allez créer des boîtes et c'est ça qui va faire redémarrer le territoire. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est devenu hyper hype, mais à l'époque, ça l'était beaucoup moins. Et donc, ils ont eu cette intuition de départ, ils se sont retroussés les manches, ils ont commencé à accompagner des premiers entrepreneurs. Ça a plutôt bien fonctionné. Et petit à petit, le modèle, en fait, s'est dupliqué région par région, jusqu'à arriver donc, à ces 10 pays qui sont aujourd'hui couverts par le réseau Entreprendre. Et aujourd'hui, à peu près 10 000 chefs d'entreprise qui sont impliqués, un peu comme les pères fondateurs, donc des entrepreneurs mentors, 10 000 chefs d'entreprise mentors, qui donnent du temps et de l'argent pour accompagner des entrepreneurs au démarrage de leur activité. Et ça a produit de belles histoires sur le réseau, puisqu'on a des entreprises comme Mano Mano, comme My Little, qui sont sorties de là, Michel et Augustin par exemple, en tout cas pour l'antenne de Paris. Est-ce qu'il y a un point commun entre toutes ces belles histoires? Alors, il y a un point commun sans doute. Il y a autant de parcours d'entrepreneurs, il y a autant de boîtes que de parcours d'entrepreneurs. C'est très dur de trouver un point commun. Moi, j'aurais tendance à répondre par le facteur humain. J'aurais tendance à dire que dans toutes ces entreprises, sans doute ce qui a permis leur pérennité, c'est l'attachement à l'humain. Alors qu'on peut voir de plein de façons. Déjà entre les fondateurs, comment tu travailles tes relations entre associés. Une entreprise pérenne, c'est une entreprise où les associés ont réussi à s'entendre sur une vision, ils ont réussi à embarquer des équipes, ils ont réussi à faire grandir leurs équipes. Donc j'ai l'impression quand même que ce qui permet la pérennité et toutes les belles entreprises que tu cites, si elles ont tenu plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, c'est quand même parce qu'à un moment, l'humain a été au cœur des choix et a permis de pérenniser l'activité qui repose toujours sur l'humain. Mais c'est d'ailleurs aussi souvent l'un des facteurs de chute, d'échec des entreprises lorsque les associés, les fondateurs ne s'entendent plus et qu'il y a un problème entre eux. Comment est-ce qu'on évite ça? Quelle est, selon toi, justement la raison la plus forte d'échec? C'est vrai que alors, il y a plein de raisons en fait. On peut avoir des raisons de stratégie, de financement, de management, mais en fait, quand on remonte un peu, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que c'est toujours des sujets d'association, donc de relations d'associés. C'est beaucoup un désalignement entre les associés sur le financement, sur la stratégie, sur le management. Et donc, quand on remonte en fait dans ce qui a provoqué l'échec des boîtes, on voit souvent que les associés n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc là où tu as raison, c'est que vraiment la première cause d'échec des boîtes, nous on le voit à Paris, c'est vraiment la relation d'associés. Et inversement, c'est la première cause aussi de réussite. C'est-à-dire que les associés qui arrivent à s'accrocher, à bien s'entendre, à se remonter le moral quand ça ne va pas, voilà, vraiment à se tirer vers le haut, c'est les associés qui vont tenir dans le temps. Et même quand la boîte ira moins bien, c'est eux qui vont tenir dans la durée. Donc vraiment l'association, c'est un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, c'est le critère de succès ou d'échec des entreprises. Et c'est là-dessus qu'il faut pas, on ne peut pas passer là-dessus, si tu veux. Il faut vraiment encourager les entrepreneurs à travailler leurs relations d'associés, à passer du temps
passer du temps, c'est comme dans un couple, tu passes du temps à former ton couple, à le stabiliser, tu passes du temps avec ton associé de la même façon. Comment est-ce qu'on peut éduquer à ça en France? Il y a des sujets sur l'éducation qui est un sujet important. On entend de plus en plus parler des sujets d'entrepreneuriat après le bac. Vous, au réseau, vous éduquez, vous formez à ces sujets d'entente au sein des associés et de manière générale. Comment est-ce qu'on éduque? C'est vrai que c'est une bonne question. L'entrepreneuriat, par définition, c'est un peu l'école de la vie, quoi. C'est le truc où il faut l'avoir fait, il faut avoir été les mains dans le cambouis sur le terrain pour en avoir tiré les leçons. Donc c'est compliqué, je trouve, de former à l'entrepreneuriat. On ne l'apprend pas à l'école. On l'apprend pas à l'école, tu l'apprends sur le terrain quand tu signes ton premier contrat, quand tu prends ta première gamelle de recrutement, c'est comme ça que tu apprends. Pour autant, je pense qu'en France, on a énormément de contenu entrepreneurial. Vraiment, il y a un nombre de trucs qui sont disponibles incalculables. Donc au point de vue de l'éducation, je pense vraiment on a tout ce qu'il faut. Si les gens sont curieux de quelque chose, ils ont vraiment toutes les réponses qui existent. Tu as un nombre de plateformes incalculables de contenus entrepreneuriaux. Mais là où manque de vraie formation, c'est sur le terrain. C'est comment tu peux tenter, mettre un projet à l'épreuve du terrain. Et ça, on est peut-être encore frileux en France, c'est le fameux rapport à l'échec. Est-ce qu'on accepte vraiment de lancer une idée, d'échouer et de repartir sur autre chose? C'est ça la vraie formation en fait. Il n'y a pas d'autre formation d'entrepreneuriat que une idée, je la teste, je vois si elle marche et j'avance comme ça. Si le rapport à l'échec, il est comment je dirais, si on a peur de l'échec, alors c'est dur de se lancer dans l'entrepreneuriat qui par définition est une aventure folle où l'échec est une des voies possibles. Mais la France, c'est pour beaucoup d'entrepreneurs un endroit assez idéal pour entreprendre. Alors certains critiquent, effectivement, il y a quelques années, quelques décennies, il y a eu le rapport Doing Business qui avait fait beaucoup parler parce que la France était mal classée, il me semble que c'était en 2005. Mais entre-temps, les choses ont évolué. C'est d'ailleurs peut-être aussi sous l'impulsion de la création de la French Tech, déjà sous François Hollande, Fleur Pellerin, Arnaud Montebourg, puis aujourd'hui c'est poursuivi. Il y a des entrepreneurs sur le crayon qui nous ont dit que la France était un bon pays pour entreprendre. C'est quoi ton avis à ce sujet? Je pense que c'est toujours difficile, il faut regarder un peu de quoi on parle. Je pense qu'en France, déjà, la France, c'est une marque incroyable. Tu montes une boîte dans la mode, dans l'alimentation, dans le luxe, tu es porté déjà par la marque France. Déjà, rien que ça, c'est extraordinaire de pouvoir exporter sa marque en disant je suis made in France. Il faut reconnaître quand même que c'est un atout indéniable. On met le petit drapeau. Tu mets le petit drapeau, tu mets le petit coq, tu mets le petit truc et ça fait bien voir. Et c'est vraiment une chance pour les entrepreneurs français. Après, ce que je disais sur le rapport à l'échec, c'est vrai que c'est pas forcément le bon pays pour entreprendre dans la mesure où je pense qu'on est des gens un peu frileux. On râle, on est un peu négatif. On va avoir un peu peur de la nouveauté et tout. Donc de ce point de vue-là, si tu veux, on peut parler d'un environnement très très large, mais la mentalité française, parfois, effectivement, elle va un peu te couper les ailes. Tu vas proposer une nouvelle idée, on va te dire non, vaut mieux rester dans le consensus. Ça peut être difficile pour des entrepreneurs. Mais sinon, vraiment, pour être très concret, il y a un nombre de dispositifs, il y a un nombre de plateformes, il y a un nombre d'aides qui existent pour les entrepreneurs, franchement, qui sont dingues. C'est presque l'excès inverse. Et tu te dis comment est-ce que je vais me retrouver dans toute cette panoplie d'aides. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, un truc que tu recommandes en particulier? Moi, le truc auquel je pense, parce qu'aujourd'hui j'étais confronté à ça, un entrepreneur qui se lance, je ne sais pas si c'est votre cas, mais qui se lance sans une rupture conventionnelle, c'est-à-dire sans avoir du chômage pour 2 ans, après avoir bossé, plutôt des gens effectivement qui ont bossé plusieurs années, qui se lancent sans avoir de chômage, franchement c'est hyper courageux. Moi je vois inversement que en fait, Pôle emploi c'est le premier financeur de start-up. Pôle emploi qui finance 2 ans les entrepreneurs pendant 2 ans pour les aider à créer leur boîte. C'est une espèce de matelas, franchement on est hyper vernis pour ça. Créer sa boîte avec 2 ans de salaire, c'est merveilleux. Donc voilà, un dispositif que moi je trouve vraiment encourageant et il faut essayer de se battre un peu pour l'obtenir d'une façon ou d'une autre, c'est ce dispositif d'allocation chômage qui permet de tenir plusieurs années. D'un côté, comme aujourd'hui à l'école, à l'université, dans les grandes écoles, les jeunes sont de plus en plus attirés par l'entrepreneuriat, même y compris dans les écoles de commerce qui étaient un petit peu moins liées auparavant. Peut-être que ces jeunes sont moins frileux de justement des risques qu'il peut y avoir. Mais en même temps, et c'est vrai qu'ils n'ont pas ce matelas-là. Comment est-ce que toi tu vois la jeunesse sur ce marché? C'est vrai que c'est un bon sujet parce que entre la réalité et les rêves et la réalité, c'est-à-dire qu'effectivement il y a beaucoup de jeunes qui montent leur boîte. C'est vraiment devenu le nouveau paradigme. Avant c'était la banque, le conseil, je sais pas trop, maintenant c'est vraiment l'entrepreneuriat. En réalité, quand tu regardes un peu les stats, tu te rends compte qu'un entrepreneur
à succès, c'est plutôt un entrepreneur qui a 30-35 ans, qui a déjà fait ses preuves. Ça ne veut pas dire qu'il y a l'inverse, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir quand tu as 25 ans, mais c'est vrai qu'il y a une déferlante de jeunes entrepreneurs. Sans doute, je pense qu'on oublie un peu qu'entreprendre, c'est hyper dur. Enfin, vraiment, je ne veux pas casser l'ambiance, mais entreprendre, c'est vraiment hyper dur. C'est d'abord un ensemble de galères. Et peut-être qu'il y a une partie de cette jeunesse qui se lance, qui idéalise un peu le trip entrepreneurial, quoi. Ça va être extraordinaire parce qu'on en parle tellement, il y a une telle visibilité maintenant sur les entrepreneurs que c'est très bien, ça donne envie aux gens. À mon avis, il y a quand même un petit boulot à faire pour réexpliquer vraiment ce que c'est au quotidien concrètement. Et voilà, pardon de le répéter, mais entreprendre, c'est vraiment dur au quotidien, quoi. C'est un quotidien qui est harassant. Et donc, super qu'il y ait des jeunes. C'est super aussi qu'on fasse un peu le tri et qu'on aide les jeunes à discerner, à savoir s'ils sont vraiment entrepreneurs et est-ce qu'ils ont la personnalité, est-ce qu'ils ont les compétences, l'association, l'idée pour y arriver, quoi. C'est ce que vous faites aussi au réseau Entreprendre. Ce qu'on essaie de faire, exactement. Bah, c'est un de nos principaux boulots, effectivement, c'est le discernement. Aussi de dire à des gens, sans doute, aujourd'hui, tu n'as pas les bonnes cartes pour développer ton projet. Enfin, à nos yeux, voilà, à notre opinion, tu n'as pas les bonnes cartes pour développer le projet. C'est aussi notre rôle de dire ça, effectivement, aux entrepreneurs. Est-ce que tu nous recommanderais de recevoir un entrepreneur en particulier qui t'inspire pas mal? Moi, la personne qui m'inspire au quotidien, c'est Armelle Weissmann, qui est la présidente du réseau Entreprendre Paris, qui donc n'est pas opérationnelle à temps plein avec nous, mais qui est une chef d'entreprise, qui a des activités à côté et qui donne un peu de son temps au réseau Entreprendre. Et donc, c'est avec elle que moi je travaille au quotidien. Et voilà, Armelle Weissmann, sans doute, mériterait d'être écoutée et reçue ici. Elle travaille dans quoi? Elle fait quoi? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs activités, dont celle de développer un campus à Versailles autour des métiers de l'artisanat et du patrimoine. Donc un campus voilà, pour centraliser un certain nombre de formations, essayer de redynamiser des filières qui sont parfois un peu en crise. Donc tout ça a lieu dans les écuries du château de Versailles et donc elle est à la tête de ce projet qu'elle développe depuis quelques mois. Très bien. Est-ce que tu as une citation, une punchline qui te marque et que tu aimerais partager à tous, qu'elle soit de toi ou d'autrui? Alors je ne sais pas de qui elle est. C'est une phrase qui me marque beaucoup. C'est pas très Startup Nation, attention, mais c'est une phrase qui dit « Ce qui se fait sans le temps n'y résiste pas ». C'est cette idée de dire que quand tu tords le bras au temps, quand on parle à bout de champ d'hypercroissance, d'hyper-truc, d'hyper-machin, en fait, ce qui se fait sans le temps, tôt ou tard, n'y résiste pas et le réel a tendance à te renvoyer un peu voilà, ton projet ou quoi que ce soit. Donc, donner du temps, c'est pour ça que nous on encourage les entrepreneurs à avoir le temps long, à se projeter dans le long terme. Voilà, ce qui se fait sans le temps n'y résiste pas, tôt ou tard, ça te revient un peu comme un boomerang qui te rappelle à la réalité, quoi. Et quand on ne sait pas de qui c'est, on signe proverbe chinois. Proverbe chinois ou de Maxime de Cossin, on peut le lire aussi. Merci beaucoup Maxime. Merci à toi. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine interview. N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire ce que vous en avez pensé et à partager si ça vous a plu. Ciao! À bientôt!